Mais la question, c'est plutôt chez les gauchers. Est-ce qu'il y a plus de gens concernés par la douance que chez les droitiers? Ça, moi, je pense que c'est une vraie réflexion à aller voir. Et en sachant que les gauchers, c'est pareil, ils n'ont pas un cerveau qui fonctionne tout à fait de la même manière que les droitiers. Qu'est-ce qui est différent? Mais notamment, il y a beaucoup plus de connexions interhémisphériques aussi, et également, de manière naturelle, avec ce qu'on appelle un corps calleux, qui est en fait ce qui permet en gros la communication entre les deux hémisphères, beaucoup plus volumineux, des communications qui sont plus rapides. Et en sachant que même chez, mais alors ça c'est une toute petite frange des gauchers, et ça n'a pas de lien avec la douance, mais une toute petite frange des gauchers qui en plus sont entre guillemets ce qu'on appelle très peu de décussation. C'est-à-dire que normalement en fait les fibres nerveuses du côté gauche vont dans l'hémisphère droit du cerveau, et les fibres nerveuses de l'hémicorps droit vont dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission avec Bénédicte Helfer. Je vous en parle depuis des mois, mais on y arrive. On a des problèmes de calage, et c'est un sujet tellement dense, intense, que je suis ravi qu'on y arrive, mais il fallait surtout qu'on trouve le bon moment et qu'on ait le temps de passer tout ça entre deux examens, parce que Bénédicte enquille les examens régulièrement. Donc cette thématique dont je vous parle depuis un petit moment, et comme je suis pas médecin, je vais pas jouer avec, mais quand même je suis curieux du sujet, c'est maladies auto-immunes et neurodiversité. Bénédicte a fait un DU, un diplôme universitaire de médecine interne sur le sujet. On va aborder ça ensemble. Il y a fréquemment des questions sur ce sujet-là qui est extrêmement délicat, très méconnu, y compris et par les professionnels, sur ces sujets très étranges. C'est-à-dire que même au niveau médical, on n'est pas normal. Donc voilà, on va discuter de tout ça ensemble avec Bénédicte. Bonjour Fabrice. Ouais, je suis ravi qu'on y arrive. Enfin, on parle très souvent ensemble de tous ces sujets-là, mais il fallait qu'on trouve le moment pour qu'on soit disponibles l'un et l'autre pour prendre le temps sur ce sujet complexe. Est-ce que je peux te laisser te présenter sur ce que tu fais? Tout ce que tu fais, ça fait beaucoup, et peut-être circonscrire du départ de ton mémoire de DU là, à partir duquel, donc tu me l'as envoyé, et puis après on va voir comment on se promène avec tout ça. Eh bien, écoute, donc je suis médecin spécialisé dans différents domaines. J'ai effectivement validé un diplôme universitaire de médecine interne sur les maladies auto-immunes et les maladies rares. Et dans ce cadre-là, donc j'ai réalisé un mémoire effectivement sur le sujet du lien entre les maladies auto-immunes et le sujet de la douance. Ok, dans le paysage, on peut peut-être rappeler que tu as 2 doctorats en médecine et en sciences, c'est ça? Un petit paquet de mémoire, une vingtaine de diplômes, puis aujourd'hui différents diplômes de data scientist. Oui, voilà. En gros, Si. t'arrives pas en médecine interne par hasard, et que tu travailles en milieu hospitalier, que tu es membre de plusieurs associations de recherche également. Pour remettre des éléments de contexte sur d'où tu parles. Oui, voilà. C'est-à-dire que j'ai une activité clinique actuellement prédominante, et différentes formations qui sont pour moi toutes les formations que j'ai validées dans le cadre en fait d'une vision systémique, que ce soit au niveau de la médecine comme de la data science. Voilà. Et pour moi, les liens sont naturels entre les deux, puisque Non, la pour data toi. science se développe de plus en plus. On utilise de plus en plus la data science pour notamment valider certaines hypothèses scientifiques et pour faire de la recherche fondamentale en médecine. Et tu viens puiser dans tes différentes formations, dans tes différentes spécialités, au-delà, pour croiser tout ça. Donc sur ton mémoire, j'ai noté plusieurs choses, puis on va voir comment on va digresser
avec tout ça. Quel lien tu as pu trouver, parce que tu as fait un gros travail de recherche et sur ce que j'ai pu observer, en fait, l'essentiel de tes sources sont plutôt anglo-saxonnes, les liens entre le cerveau et le terrain immunitaire. Alors, il y a un lien évident qui commence à être de plus en plus mis en évidence, notamment par ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin, et en fait par aussi tout ce qui est de l'ordre du microbiote, de l'influence du microbiote en termes de régulation, notamment au niveau du cerveau. Donc il y a un lien qui est plus que certain, et avec de toute façon une régulation. Une régulation également d'origine neurologique de l'immunomodulation et de l'immunité en général. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un lien bidirectionnel entre les deux. Qu'est-ce que tu as pu trouver sur maladies auto-immunes et neurodiversité? Parce que manifestement, il y a beaucoup de trous. Mais dans les recherches, et puis j'ai pris plusieurs paquets de notes là-dessus, mais manifestement, alors tu parles à la fois du cerveau cognitif et du cerveau viscéral avec le microbiote. Est-ce que tu as pu trouver de singularité ou spécificité maladies auto-immunes et neurodiversité? Alors sur la neurodiversité vraiment générale, il y a des liens établis alors de manière, on va dire, plus importante sur tout ce qui est autisme et maladies auto-immunes, sur TDAH et maladies auto-immunes, et sur douance et maladies auto-immunes, mais je dirais par ordre de fréquence décroissante, tout simplement parce que malheureusement les recherches se fixent essentiellement sur le pathologique, et il y a très peu de recherches en fait sur simplement voilà de la neurodiversité ou de ce qui n'est pas de l'ordre du pathologique. Et il y a de moins en moins de recherches également, malheureusement, sur tout ce qui est de l'ordre de la physiologie générale et de comment les organismes humains fonctionnent. Donc il y a des biais d'échantillonnage sur le sujet et d'orientation de recherche, enfin de recherche parce que d'orientation de financement, j'imagine bien. Oui. Ah ben oui, de financement, et puis d'intérêt général entre guillemets. C'est vrai que faire de la recherche sur une pathologie sur laquelle éventuellement un traitement va être mis en place, c'est rémunérateur. Faire de la recherche sur de la physiologie générale, en gros, ça intéresse personne, malheureusement, alors que c'est juste la base de la médecine quand même. Il faut d'abord comprendre comment ça marche, entre guillemets, normalement, avant de s'intéresser aux pathologiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir. Mais c'est malheureusement pas la façon de voir systémique, générale. Faut que ça rapporte des sous. Alors, ce que j'ai vu aussi dans ton mémoire où tu fais des liens, alors tu appelles ça mécanique neuropathologique commune, sur les allergies. Enfin, j'ai trouvé plein de choses étonnantes. Tu as fait un magnifique mémoire, mais sur les liens, les allergies, qu'on trouve des corrélations d'allergies, HPI, TSA, TDAH. Oui, il y a effectivement un lien effectivement statistique, génétique et physiologique. Les autistes, les personnes ayant un TDAH et les personnes concernées par la douance ont effectivement plus d'allergies, on va dire, que la population générale. Ça s'est retrouvé de manière, on va dire, c'est ce qui est le plus robuste d'un point de vue scientifique. Voilà, Les allergies. Voilà, sur les maladies auto-immunes, il y a malheureusement très peu de littérature, et de la littérature plutôt ancienne, qui était plutôt de la belle littérature scientifique, parce que effectivement systémique, et travaillant plus dans un cadre, on va dire, physiopathologique général. Mais malheureusement, ça maintenant, il y a une hyper spécialisation en silo, et les gens vont travailler sur un gène ou une partie d'un gène, et malheureusement très peu de littérature scientifique sur l'évaluation globale des personnes. Euh, tu as dit dans le démarrage de ton mémoire que pendant 2 siècles, la douance était liée au divin, et après, et donc était reliée à la sensorialité, à la motricité, et que ces deux termes que moi je raccroche à la dimension viscérale que j'observe pour la douance atypique, et que ces dimensions qui étaient à l'origine
sensorialité, motricité, donc le physique, kinesthésique, et les sens ont été abandonnés uniquement sur le langage et le cognitif, ce qu'on retrouve dans le test Weiss. Oui, ben c'est parce que justement, en fait, comme il y a eu des tests qui ont commencé à être validés, notamment par Binet, la problématique, c'est que cet outil est devenu, en fait, est sorti, on va dire, de son cadre d'outils, est devenu quasiment une définition intrinsèque. Alors qu'effectivement, au départ, la vision de la douance était beaucoup plus systémique. Mais à partir du moment où on a mis en place une échelle, ben, malheureusement, l'outil de travail est devenu le fond même de la définition, ce qui est d'ailleurs Binet se moquait un peu de ça quand on lui disait qu'est-ce que l'intelligence, il disait c'est ce que mesurent mes tests. Donc bon, lui il le disait avec humour, mais malheureusement c'est devenu une norme. Mais malheureusement. Et tu ramènes ça dans ton travail à l'époque de Darwin sur son livre sur l'origine des espèces. C'est à peu près à cette période-là que ça a basculé. Ouais. Dans son livre. Voilà, et en sachant qu'en plus, initialement, au départ, les tests étaient faits pour mesurer en fait plus les problématiques en fait on va dire d'hypo-intelligence, de problèmes de faiblesse de l'intelligence, et maintenant paradoxalement on s'en sert en fait pour définir l'autre extrémité, on va dire statistique, alors que l'outil n'a pas du tout été fait initialement pour ça. Et malheureusement, personne ne se penche sur la question de valider un autre test qui serait peut-être plus pertinent, ce qui pour moi est un vrai problème. Ah ben, même Wechsler disait la même chose. Hein. Ouais. Si tu touches la boîte de Pandore, là, le système se pète la gueule, hein, en fait. Oui, et puis parce que c'est plus simple. Mais ça, c'est malheureusement, ça fait partie des simplifications qui font qu'après, on a, on va dire, une science qui devient inexacte. Parce que malheureusement, on a simplifié. C'est quelque chose de complexe. Et malheureusement, maintenant, c'est quelque chose de simple. Et puis, du coup, on n'a pas d'autre solution, notamment sur les études scientifiques, que d'utiliser le test en disant que c'est la seule chose, entre guillemets, robuste qu'on ait. C'est QI supérieur à 130, point barre, quoi. Donc, mais parce qu'on n'a rien d'autre. Sauf qu'on est d'accord, c'est totalement insuffisant. Et ça serait bien de retravailler sur une nouvelle forme de test beaucoup plus opératoire et exhaustif sur le sujet. Mais c'est un gros chantier coûteux, j'imagine. C'est sûr que ça n'intéresse personne. Donc, soit on fait ça sur son loisir, et on tente de le faire publier après, mais ça intéresse personne vu qu'il y a un outil qui est défini et que tout le monde utilise par simplification. Donc, voilà, malheureusement. Voilà. Donc, un jour, quand j'aurai le temps, peut-être, mais faut avoir du temps et faire rien d'autre, quoi. T'es un peu occupé. Ouais. Comment tu vois la répartition, alors quand on parle sur champ de la douance, et puis je vais aller sur d'autres sujets après, mais sur la partie génétique, épigénétique, et sur la question de l'héritabilité? Alors, ce qu'on sait, c'est que alors on va déjà parler de l'intelligence générale, donc l'intelligence non liée à des formes extrêmes comme la douance. L'intelligence générale présente une forte héritabilité entre guillemets, dans le sens où elle est, en gros, dans les études scientifiques, on est entre 50 et 80%, ce qui est beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que 50% de l'intelligence peut être expliquée par des gènes. Donc, c'est une association qui est robuste, on va dire. Après, il y a une autre partie qui est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui, elle, malheureusement, est, on va dire, beaucoup moins étudiée, même s'il y a des bases scientifiques qui permettent de définir l'épigénétique. Mais ça, pour l'instant, c'est beaucoup moins étudié. Et après, sur la génétique, il y a eu au départ des études qui étaient faites sur les jumeaux, sur les familles, sur les jumeaux monozygotes, dizygotes, donc les vrais jumeaux, les faux jumeaux. Donc ceux qui ont un patrimoine génétique quasiment identique et ceux qui n'ont pas le même patrimoine génétique, plus les familles, voilà, où on se dit qu'a priori il y a une certaine forme commune de gènes, mais pas complète. Et actuellement, là, il y a des études très intéressantes, ça c'est une des avancées scientifiques, qui s'appelle l'EGWAS. L'EGWAS, c'est Gen-Wide Association Studies. En français, c'est les études d'association pangénomique, qui permettent d'étudier en fait les génomes complets de chaque personne
et sur des échantillons d'un très grand nombre. Certaines études GWAS se font sur 300 000 personnes, par exemple. Il y a des banques de données maintenant qui permettent d'avoir, voilà, c'est du big data, hein, donc on a le génome entier de 300 000 personnes. Donc ça, c'est en termes génétiques purs, ça c'est une grande avancée scientifique et ça a permis de mettre en évidence premièrement on va dire le caractère polygénique de l'intelligence, mais également alors sur une étude qui est une étude qui est vraiment très très bien faite, qui est parue dans Nature d'un type qui s'appelle non d'une femme pardon qui s'appelle Daniel Zabanet, qui met en évidence alors eux ils ont étudié en fait 1238 personnes, donc un échantillon on va dire entre guillemets relativement faible pour une étude GWAS, mais où les personnes sont dans les 0,03% des personnes très douées. Donc c'est du TTHP, ça fait des QI au-dessus de 160, voilà. Et là par contre, dans cette population spécifique, ils ont montré deux choses. C'est que d'abord il y a un terrain commun avec l'aspect polygénique de l'intelligence, mais il y a également des gènes qui ressortent de manière spécifique pour les gens qui sont dans cette tranche de douance de haut niveau, de très haut niveau. Donc il y a des gènes spécifiques qui ont été voilà, associés à cette intelligence qui n'est pas retrouvée dans la population présentant, on va dire, une intelligence dans la distribution normale gaussienne de la population. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces gènes ont notamment des implications au niveau du système immunitaire. Donc forcément, c'est intéressant. J'attends avec beaucoup de gourmandise intellectuelle la sortie des prochains articles, qui tardent un peu, hein, mais voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est du non pathologique, donc ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Mais il y a moins de monde, ouais. Donc dans ce que tu dis, c'est plutôt TTHP, c'est au-dessus de 160 si on prend l'échelle, Ouais. ou on a déjà ça à partir de THP, c'est au-dessus de 145. Non, c'est vraiment TTHP. Ah ouais. C'est au-dessus de 160. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment quelque chose dans la structure génétique et enfin moi ça a été une découverte, mais c'est ça qui m'intéressait, c'est le travail qui est fait sur la génétique, le génome et les corrélations et les études qui ont été faites avec des marqueurs spécifiques dont tu parles dans ton mémoire. Alors apprendre avec précaution parce qu'il y a une étude. Après, les études GWAS en général sont plutôt bien faites, plutôt robustes d'un point de vue scientifique, mais il n'y a qu'une seule étude, hein, donc il faut attendre la reproductibilité. C'est-à-dire plusieurs études autres qui sortent et qui confirment les mêmes choses. Et pour l'instant, ça sort pas. Hein. Mais en même temps, enfin voilà, c'est les études GWAS. Par contre, c'est des études qui demandent, ça prend énormément de temps, hein, parce que faire de l'analyse, faire du séquençage ou partir de bases de données de génome entier, ça prend du temps. Hein. Voilà. Déjà qu'il y ait une étude, c'est bien. Hein. Ah oui, non, mais c'est bien. Puis elle est parue dans Nature, donc a priori, elle est validée scientifiquement à haut niveau, quoi. Voilà. Après, on voit quand même qu'il y a effectivement tout le côté polygénique, c'est-à-dire que l'intelligence est reliée. Alors en gros, a priori, pour l'instant, on en est à plus de 330 gènes qui sont liés à l'intelligence. Donc, et avec une corrélation qui est forte, qui est de l'ordre de 0,75, qui est effectivement plutôt élevée. Hein. Voire même très élevé. Hein. Je crois que c'est l'association la plus importante qu'on ait pu faire. Voilà, mais avec cette spécificité d'avoir deux gènes qui ont été identifiés comme, en gros, présentant des variations génétiques qui ne se retrouvent que dans la population des THP. Ce dont tu parles, là, tu as parlé du FLNP1L. C'est un des deux gènes dans ton mémoire. Alors c'est encore un autre gène qui a été sur une autre étude GWAS. Là, ce dont je te parle, les deux, c'est ADAN12, qui est un gène qui est bon, en gros, c'est une métalloprotéase. Bon, bref, c'est un truc un peu particulier. ADAN12 et l'autre gène, c'est SH2D1A. Voilà. Mais c'est pareil, c'est un gène en fait qui intervient dans tout ce qui est lors de l'activation lymphocytaire et qui notamment est déficitaire sur une pathologie rare qui est une lymphoprolifération liée à l'X. En fait, c'est un gène qui est sur le chromosome X et quand il est muté, ça donne une maladie génétique rare avec
des problématiques, on va dire surtout de très forte réactivité à une infection par le virus Epstein-Barr. Alors, le virus Epstein-Barr, c'est le virus ce qu'on appelait dans le temps la maladie du baiser. Le BV. Voilà. Le BV, c'est ça, c'est ce que se chope tout le monde, parce qu'en gros, tout le monde fait une infection à EBV, enfin plus de 90% de la population, et notamment ça s'attrape, ce qu'on appelait la maladie du baiser, parce que voilà, c'est les amoureux à l'adolescence qui. Le BV, c'est le nom de code très chic, voilà. Sinon c'est. Voilà, EBV, c'est Epstein-Barr virus, ça c'est la spécificité française de donner des noms propres aux maladies. Voilà. Et après, voilà, c'était connu sous la maladie du baiser, voilà. Et donc ça donne une forme pathologique spécifique, mais c'est un des gènes dont ils ont retrouvé effectivement des spécificités génétiques liées à la très haute intelligence. Mais là, non pathologique, hein, on est d'accord. C'est pas pathologique, c'est juste qu'il y a une association statistique entre. C'est pas parce que tu as le bébé que tu as une haute intelligence alors. C'est pas ça que tu veux dire. Non. c'est pas un marqueur. Ben, c'est sympa d'attraper l'intelligence en se faisant des bisous, mais c'est pas le cas. Voilà. C'est dommage. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, un truc, mais ça, on le voit un peu plus, j'en parle de temps en temps, c'est les liens entre les hormones sexuelles et la testostérone et l'oestrogène et la douance et les capacités cognitives. Et tu rajoutes plusieurs passages sur le cortisol, en particulier venant du stress de la mère. Oui, alors ça, c'est une des grandes théories, alors qui, en fait, c'est une théorie qui est sortie dans les années 80 avec on va dire une grosse controverse ça a fait beaucoup de bruit à l'époque dans le monde scientifique, et puis après, malheureusement, ça s'est éteint, plus personne n'a continué les recherches. C'est ce qu'on appelle la théorie GBG ou la théorie de Geschwind. Béhan et Galabourda, qui est une théorie, ce qu'on appelle la théorie de la testostérone. Leur hypothèse est de dire que en fait la douance serait liée à une exposition intra-utérine, donc anténatale, à la testostérone. Et que l'imprégnation testostéronique impliquerait les changements neurologiques qu'on peut retrouver ensuite dans la douance. Et cette étude n'a pas été poursuivie parce que dans ce qu'ils expliquent, ça arrive autour de la 20e semaine, c'est-à-dire au 2e et 3e trimestre, qui est ce que j'ai vu dans ton mémoire, qui est la période où le cerveau se développe le plus dans la vie d'un être humain. Oui, alors le souci, c'est que leur théorie était très systémique et malheureusement un peu complexe. Et à l'époque, les gens faisaient déjà de la recherche un peu en silo. Donc, je pense que ça a été considéré comme trop compliqué d'essayer de vérifier tous les pans, parce que leur théorie est vraiment très complexe, très intéressante, mais je pense que ça a été abandonné parce que justement trop systémique et trop complexe. Après, c'est un très beau modèle de physiologie, mais malheureusement personne ne s'y intéressait ensuite. Voilà. Mais effectivement, il y a un lien également avec le cortisol. Enfin, ça c'est encore une autre hypothèse qui n'est pas vérifiée de manière, on va dire, robuste, scientifique, qui est également de se poser la question du rôle de l'imprégnation par le cortisol en anténatal, c'est-à-dire en gros le rôle du stress de la maman pendant la grossesse, pouvant expliquer éventuellement aussi des modifications au niveau de la formation du cerveau. Donc ça, c'est une autre. Avec un impact sur le côté plutôt hémisphère droit. Alors, c'est de l'ordre de la théorie, ça aussi, parce que pour l'instant, il y a très peu. Alors, il y a des études qui ont été faites, mais qui sont très ciblées, qui sont sur ce qu'on appelle les étudiants doués en mathématiques, donc les gens concernés par la douance, mais avec la spécificité d'avoir en plus des capacités hors normes en mathématiques. Et là, a priori, on voit effectivement qu'il y a on va dire que chez les personnes concernées par la douance, il y a ce qu'on appelle un bilatéralisme efficient. C'est-à-dire qu'il y a une beaucoup plus grande circulation d'informations entre les deux hémisphères.
mais chez les personnes douées en mathématiques avec une application plus importante de l'hémisphère droit. Mais en sachant que l'hémisphère droit, c'est notamment tout ce qui est visuospatial. Donc on va dire que là-dessus, il y a des études, mais les études sont sur un pan spécifique de personnes concernées par la douance, qui sont les personnes douées en mathématiques. Donc c'est une sous-population, donc il est difficile d'en faire une généralité. Le problème, c'est que ces études n'ont été faites que chez des étudiants ou des enfants doués en mathématiques, mais pas chez des personnes concernées par la douance de manière plus générale. Oui, donc il y a un biais sur le sujet. Tu parles à un moment donné d'une prévalence d'émotionnalité négative dans l'hémisphère droit et d'émotionnalité ou d'émotivité positive dans l'hémisphère gauche sur la fin de ton mémoire, vers la fin. Oui, a priori, il y aurait aussi effectivement une asymétrie fonctionnelle cérébrale sur le traitement des informations. Les informations négatives seraient a priori plus traitées au niveau de l'hémisphère droit, les informations positives plus traitées au niveau de l'hémisphère gauche, notamment de la partie frontale de l'hémisphère, avec aussi un lien avec effectivement l'immunité, qui est que l'activation prépondérante de la partie frontale de l'hémisphère droit donne en fait une diminution d'activation de ce qu'on appelle les lymphocytes natural killer. Donc c'est les lymphocytes qui sont impliqués dans le fait de tuer directement les bactéries ou virus ou champignons ou tout corps tout corps vivant étranger considéré comme une menace par notre système immunitaire. Et il y a des études qui ont montré qu'effectivement la prédominance hémisphérique droite entraîne en fait une moindre activation, un rôle quasi immunosuppresseur en fait de l'activité du système immunitaire et du coup de moins bonnes réponses immunitaires et une fragilité immunitaire qui peut en découler. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer l'hémisphère gauche pour le terrain immunitaire ? La question serait, alors en théorie, c'est une bonne question. La pratique, c'est comment faire. C'est pour l'instant, malheureusement, on ne sait pas activer de manière sélective des parties de notre cerveau. On ne sait pas faire, mais ça pourrait être une solution. Alors, théorique. Si on fait du logico-mathématique, ou toi qui t'amuses avec les mathématiques, est-ce que quand tu vas jouer avec les mathématiques pour te reposer, j'espère qu'on se reverra sur ce sujet-là, ça te booste ton hémisphère gauche? Non, parce que c'est plutôt au niveau de l'hémisphère droit. Après, c'est plus, comment dire, il y a une partie de l'hémisphère droit qui est, on va dire, plus utilisée parce que les mathématiques, c'est notamment beaucoup visio-spatial. Hein. C'est plus une vision. C'est pour ça que ça me fait toujours beaucoup rire quand on dit que les mathématiques sont abstraits. Non, c'est visuel, quasiment exclusif pour moi. C'est visuel et spatial. Mais c'est des compétences particulières qui font qu'en fait, ce qui ressemble à de l'abstraction pour les autres, en fait, a une forme géométrique et visio-spatiale pour les gens qui font des mathématiques de manière compétente, on va dire. Donc, non, ça ne booste pas l'hémisphère gauche. Ça utilise la fonctionnalité. Par contre, on sait qu'il y a également quand même ce qu'on appelle ce bilatéralisme efficient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus en fait d'interactions, ça va beaucoup plus vite entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche que chez quelqu'un qui n'est pas concerné par la douance, de toute façon. Mais dans ce que tu dis, c'est ce que vont dire les gens en général au-dessus de tes THPI. J'en ai quelques-uns. C'est-à-dire que leur vision des mathématiques, c'est pas des mathématiques, c'est de la spatialisation, c'est de la géométrie, c'est de la poésie, c'est de la philosophie. Ça, c'est pour les atypiques qui pensent qu'ils sont pas atypiques parce qu'ils font pas de maths et d'équations, mais il y a une autre manière de voir comme toi tu le vois ou d'autres personnes voient ou vivent les mathématiques et un autre rapport au monde. Il faudrait même changer le terme que mathématiques, c'est peut-être plus de la géométrie, mais il y a une manière de vivre comme tu le vis toi, les mathématiques d'une autre manière. Oui, après, je ne suis pas persuadée qu'il y ait vraiment de très grandes différences entre les gens soi-disant entre guillemets doués en mathématiques et les autres personnes concernées par la douance. Je pense qu'il y a surtout beaucoup
comment dire, d'autodépréciation. Il y a pas mal de gens concernés par la douance qui disent non, mais en fait, je comprends pas, je suis pas doué en mathématiques. Ils sont pas doués. C'est pas qu'ils sont pas doués en mathématiques, c'est que l'enseignement des mathématiques en France est totalement mauvais. Et notamment, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis les formations aux États-Unis. Puis on voit bien ce qui se passe aussi là dans l'actualité. Ils n'arrêtent pas d'en parler. On a perdu, je sais pas combien de places là au classement là. Quand on regarde, je sais plus comment il s'appelle là ce classement. Et PISA, on doit être à la 20e place aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc on a perdu beaucoup, mais c'est pas que c'est pas que les jeunes. Ça me fait beaucoup rire aussi ces évaluations. C'est pas que les jeunes sont plus mauvais. On leur apprend beaucoup plus mal. Donc ils deviennent mauvais juste parce que l'apprentissage est mauvais et que la pédagogie est pas bonne du tout. Mais je pense pas que le fait d'être français nous donne justement un côté génétique spécifiquement mauvais en mathématiques. Hein. C'est comme de dire qu'on est mauvais en langue. C'est pas vrai. C'est la pédagogie et les apprentissages qui sont mauvais. C'est pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On est bien d'accord. Hein. Donc moi je pense qu'il y a plein de gens concernés par la douance qui en fait ont ces capacités-là, mais qui sont juste pas allés les explorer et qui se sont fermés la porte eux-mêmes en se disant bah non, je dois pas être bon en mathématiques. Sauf qu'une fois qu'on met le pied dedans, on se rend compte que par contre on aborde les mathématiques différemment et que je pense Oui. pour moi il y a une réelle facilité à partir du moment où on sort de la pédagogie traditionnelle, notamment française. Hein, ça c'est clair. Je reviens sur le programme parce que on va repartir sur ces sujets-là qui sont passionnants. Tu avais noté quelque part la testostérone retarde le développement du terrain immunitaire. Oui, ça c'est pareil. Il y a quelques études, il y en a pas beaucoup, mais a priori, une plus forte imprégnation rend le système immunitaire plus immature et du coup plus fragile parce qu'il se construit pas forcément de la bonne façon. Quel est le Mais lien il y a entre pas la testostérone et la fragilisation du terrain immunitaire? Parce qu'il semblerait, alors c'est pas forcément que la testostérone, c'est la testostérone et ce qu'on appelle surtout les récepteurs aux androgènes. La testostérone allant se fixer sur les récepteurs aux androgènes ou se transformer en œstrogène, et c'est l'œstrogène qui derrière va aller se fixer sur les récepteurs androgéniques. Mais en fait, c'est des formes de régulation générale, de physiologie générale, qui font qu'effectivement les hormones sexuelles d'une manière générale ont un rôle qui est autant structurel et un rôle entre guillemets dans ce qu'on peut appeler la sexualisation, la différence entre les sexes, mais également un rôle fonctionnel sur la maturation du cerveau et par là même également du système immunitaire. Alors j'ai une question qu'on me pose de temps en temps. Si on me la pose, j'y vais pas très souvent sur ces terrains-là. Est-ce que on pourrait en déduire que la question de la sexualité, de la sexualisation pour les atypiques serait différente au regard de ça? Alors j'ai des avis en dehors de ce champ-là, mais au regard du travail que tu as fait des hormones sexuelles et peut-être de la manière de vivre l'intensité, est-ce qu'on peut faire des liens, est-ce qu'on peut faire des hypothèses sur le rapport à la sexualisation? Et pour moi, c'est tout sauf ça concernant les atypiques, mais est-ce que tu as des idées là-dessus ou tu as vu les infos? Alors j'ai des idées, mais qui sont pas appuyées par une revue scientifique robuste, hein, puisque j'ai pas directement, je suis pas allée travailler sur ce sujet-là. Mais il y aurait, on va dire, comment dire, une représentation de tout ce qui est de l'ordre de l'identité sexuelle qui serait différente chez les gens concernés par la douance, et notamment, apparemment, il y aurait plus de susceptibilité d'éventuellement changer de sexe, d'être transgenre. Mais j'ai pas travaillé dessus. C'est vraiment plus on va dire des choses générales qui sont un peu dites, mais je suis pas sûre que il y ait réellement une implication des hormones sexuelles. Je pense que c'est peut-être plus une comment dire, on va dire une indépendance au récit collectif qui fait que les gens se permettent plus des choses entre guillemets transgressives ou pas acceptées par la société et explorer plus ce genre de choses. Sujet qui notamment d'ailleurs est qu'on peut voir notamment aussi sur l'addiction entre guillemets et le fait de fumer du cannabis et autres.
Ça c'est pareil, a priori, les gens concernés par la douance fument plus de cannabis, tout ça. Mais je pense pas que ça soit une problématique d'addiction, parce que puis a priori ça pose pas de problème, et parce que probablement effectivement il y a aussi plus une capacité justement à ne pas tomber dans l'addiction, mais je pense que c'est juste une curiosité naturelle et une indépendance au récit collectif avec un côté transgressif qui fait qu'ils vont essayer plus que les autres, à mon avis. Voilà. Mais sur la question de l'identité sexuelle, tout ça, je n'ai pas fait de recherche robuste scientifique, donc je peux pas apporter une réponse scientifique juste de ce qui est, on va dire, plutôt couramment en représentation, mais Est-ce qu'on pourrait, alors je parle des fois de la drogue, l'alcool ou du sexe comme une manière de temporiser. Tu en as parlé un moment dans le mémoire quand tu parles des over-excitabilités de Dabrowski, que pour calmer une des saintes excitabilités, des fois on peut passer pour une autre pour la calmer et ça peut parler de ça. Et puis on en a souvent échangé au-delà de THPI, au-delà de THPI, la question de l'âge et du genre n'existe pas. C'est-à-dire que les gens se parlent, mais il y a beaucoup moins d'incidence du genre et de l'âge, indépendamment du récit collectif et de la manière de le vivre aussi. oui, oui, mais je pense que ça, effectivement, c'est beaucoup plus, on va dire, de ce dont parle Carlos Sinoco, hein. Voilà, Carlos, il en parle beaucoup et je pense qu'effectivement, c'est une forme d'indépendance par rapport au récit collectif et une construction différente par rapport à ce récit collectif. Nous, il nous sert pas aux mêmes choses que les personnes qui ne sont pas concernées par la douance, hein. Donc effectivement, les questions de genre, de beauté physique, toutes ces choses-là, enfin voilà, en gros, effectivement, on s'en fout, on parle à des êtres humains, quoi. Le reste, c'est pas important. Donc ça, oui, oui, mais je pense que c'est effectivement de l'indépendance par rapport à des stéréotypes sociétaux, beaucoup plus. Voilà, et puis un intérêt quand même plus sur la qualité des échanges intellectuels, hein. Déjà, c'est tellement rare. Déjà, on est quand même pas beaucoup, voire très peu au-delà d'un certain niveau. Donc, juste quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux parler de manière intelligente, c'est le reste, tu t'en fous, hein. C'est juste, tu peux parler intellectuellement et pouvoir faire travailler ton cerveau à la vitesse normale, sans être tout le temps en seconde, quoi. Donc, ça, ouais, je pense que effectivement, ça aide aussi beaucoup à s'en ficher, hein. Ça, c'est clair, à mon avis. Je pense que ça peut expliquer, oui, pour certaines personnes, c'est qu'il y a un moment une espèce de combinatoire relationnel et d'hierarchisation des priorités, ou si tu fais le tourner, comme tu dis, le cerveau en seconde, voire en première, que tu te fais pas trahir, tu te fais pas maltraiter, enfin, les choses ordinaires, quoi. Effectivement, il y a plus grand monde. Ben oui, oui, hein. Voilà, c'est pas les mêmes enjeux, hein. Et les enjeux de communication intellectuelle sont quand même vitaux pour nous. Donc, le reste, ça passe à la trappe, hein. Et ça, c'est pas bien compris. Ça peut faire, enfin non, ça peut faire prétentieux, ça peut faire plein de choses, mais tu as une longue expérience du sujet. Sauf que c'est vital. Sauf que c'est vital. Ah ben Euh, oui, le problème, c'est qu'à un moment donné, enfin, moi je dis toujours, il y a des fois, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. De toute façon, on a besoin de ça. On a besoin de cette nourriture intellectuelle. On a besoin de cette forme de discussion. C'est quelque chose qui nous nourrit et qui effectivement de la même chose que manger, boire, dormir, quoi. Et ça, on peut pas faire de compromis là-dessus, hein. On peut en faire un peu, mais enfin voilà, c'est juste pas possible de faire tout le temps. On meurt, on n'arrive pas. comment tu expliques ça? Le fait, tu vois, d'énergie vitale comme l'eau, comme l'air, comme dormir, sur ce genre, cette nature d'échange. Je pense que c'est parce que notre lien, mais là, c'est vraiment ça ne parle que de mes convictions et de mes croyances, hein, on est d'accord. Oui, oui, bien Je sûr. pense que c'est parce que notre rapport au monde n'est pas du tout calibré de la même manière et pas du tout sur les mêmes échelles et pas du tout sur le même niveau de résonance que des gens qui ne sont pas concernés par la douance. Et que très clairement, il y a des gens qui vont, on va dire, pouvoir vivre toute leur vie
en milieu urbain sans voir un arbre et ça leur posera pas de soucis, nous, ça va être plus compliqué. Mais c'est du même ordre que de la nourriture intellectuelle. Hein. Nous, on peut pas. On a besoin de ça. Enfin, pour moi, en tout cas, et des relations que je peux avoir avec des personnes concernées par la douance, je vois très clairement une différence, et notamment aussi sur la différence entre la douance usuelle et le THP ou TTHP. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Effectivement, on va dire que c'est un continuum, mais il y a effectivement une vraie différence pour moi. Quelle différence tu vois vu de chez toi C'est-à-dire, tu peux entre HPI? La différence entre HPI et THPI et au-delà de THPI. pour moi, il y a une différence qui est du même ordre que entre les neurotypiques et les HP premier écart type. C'est une différence structurelle. On n'a pas le même outil neurologique, donc on n'a pas non plus les mêmes besoins et on n'a pas non plus le même fonctionnement. Et c'est une différence. Voilà, pour moi, c'est totalement factuel. Alors, on va dire, c'est pareil, on dirait une forme d'arrogance, mais non, c'est juste factuel. C'est une différence, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et le fonctionnement, du coup, n'est pas le même. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, moi, l'étude de Zabanet m'a beaucoup intéressé, de voir qu'effectivement, quand on regarde THP, TTHP, oui, il y a des différences génétiques qui apparaissent et qu'on ne retrouve pas chez, on va dire, les surdoués ordinaires. Mais ça, c'est structurel. Hein. Bon. Non, mais je suis d'accord, hein, c'est bien. Voilà. Mais c'est pour avoir un autre éclairage que le mien, parce que tu le vis au quotidien, parce que toi, tu as beaucoup de décalage. Expliquer aussi aux gens que il n'y a pas de, c'est pas de la prétention, c'est comme ça. C'est un fonctionnement différent. C'est pour ça que je parle d'anthropologie, c'est le niveau du décalage, et qu'il y a quelque chose, tu dis c'est pas cognitif, c'est viscéral, c'est psychique, ou c'est vibratoire, un peu ce que disait Grothendieck, à sa manière d'en récolter et semaille, et ce qui produit du silence. Ce qui produit du silence. Ce que disait, c'est Saint-Exupéry qui disait, c'est plutôt une phrase THPI, tout est achevé, non plus quand il n'y a rien à rajouter, mais quand il n'y a rien à enlever. Donc c'est très minimaliste, c'est très épuré, donc il y a moins de mots, et donc il y a plus de silence. Ah oui, et puis pour moi, les échanges THP, TTHP sont caractérisés par de la densité, pas par une quantité d'informations ou de discussions, de communication. C'est la densité des informations échangées et la qualité de certains silences. Hein. On ne partage pas les silences de la même manière que tout le monde, ça c'est clair. Et certains silences, ça vaut 5 heures de conversation. Hein. Donc, mais voilà, et cette qualité-là de silence, pour moi, c'est vraiment différent. C'est de l'ordre du viscéral. C'est de l'ordre de la relation, effectivement, au monde physique, à l'univers de manière générale, au monde physique. Et probablement sur effectivement après voilà c'est pour l'instant c'est des choses qui sont pas du tout étudiées de manière scientifique, mais pour moi c'est probablement en lien également avec tout ce qui est de l'ordre des overexcitabilities de Dabrowski. C'est que pour moi les hypersensorialités sont simplement effectivement ce qui nous permet d'avoir un rapport au monde qui est différent, mais différent de manière qualitative. C'est pas une question de quantité, c'est qualitatif. C'est peut-être là qu'on va avoir des échanges. Tu parlais de Dabrowski et Piechowski, qui est moins connu, qui était son élève et son collègue qui a plus diffusé ça. Oui. Mais après, ils l'ont repris comme une cartographie tout à fait appropriée pour aller étudier la danse, en particulier atypique, avec les 5 pôles de développement, mais ce sont des pôles qui se parlent. Et à un moment donné, tu expliques que quand on est en gestion hyper explosive des émotions, ce qui va en plus toucher plus les femmes que les hommes, en fait, on peut aller réguler sur un des autres pôles, physique, mental, enfin cognitif, pour aller réguler les charges d'un pôle à un autre, et c'est vraiment un bon outil intéressant.
Oui, oui, mais et je pense qu'en plus c'est probablement, aussi, pour moi un des outils, qui permettrait de comprendre, on va dire la physiologie de cette forme de fragilité, également immunitaire. La problématique, c'est que, je suis pas sûre que les échelles actuellement validées, qui sont utilisées scientifiquement, je suis pas sûre qu'elles soient forcément suffisamment robustes. C'est pareil pour moi, c'est des choses qui devraient être réévaluées et revalidées, qu'on revalide des vraies échelles qui soient réellement robustes. Parce que je pense que là, c'est des problématiques de définition et de langage, hein, tout simplement. Bénédicte, tu parles de quelle échelle? Tu parles des échelles de Wechsler ou tu parles d'autre chose? Non, 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 il y a des échelles pour évaluer les hyper-excitabilités. Et il y en a deux, on va dire deux ou trois qui sont utilisées de manière usuelle, mais je pense qu'elles ne sont pas complètement pertinentes. Faudrait les De la... retravailler. Ah oui, oui, moi je pense qu'il faudrait les retravailler de la même manière que comment il s'appelle là, le Canadien qui travaille sur l'autisme là. Dans Ah le oui. est en train d'expliquer qu'il y a probablement beaucoup plus de femmes concernées par les troubles du spectre autistique que ce qui est usuellement défini, mais que c'est une problématique de mauvaise échelle d'appréciation et que les échelles actuelles ne sont pas pertinentes pour les femmes. Elles sont pertinentes pour les hommes, mais pas pour les femmes. Donc du coup, il y a un sous-diagnostic de femmes qui en fait présentent des troubles du spectre autistique. Voilà. Et Ouais, c'est malheureusement, pareil, c'est des problèmes d'outils. Un mauvais outil ne permet pas de faire un bon travail. Voilà. Et lui, il fait vraiment un travail scientifique extrêmement profond. Magnifique, robuste, Ah ouais. global et out of the box. Moi, j'adore cet homme-là et voilà. J'ai beaucoup de respect pour le travail que fait cet homme-là. Laurent Motron, il a écrit L'autisme, une autre intelligence. C'est un bouquin extrêmement fouillé, robuste au niveau scientifique. Donc je disais, c'est pas Tricot Magazine. Hein. Faut pas prendre ça comme ça en se promenant. Il est super solide. Par contre, pour les personnes sur l'autisme, j'ai trouvé un bouquin qui est au Canada aussi, qui est vraiment extrêmement intéressant et pédagogique en premier accès. C'est l'autisme expliqué au non-autisme, avec deux personnes qui ont créé un centre au Canada. J'ai trouvé ça remarquable. On le trouve sur le site d'Autisme Diffusion. Il y a une cinquantaine de questions. C'est en forme question-réponse. J'ai trouvé ça remarquable. Moi, j'accompagne des autistes Asperger en général, testés ou pas, et je les renvoie vers des professionnels, bien sûr. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Bénédicte, il y a un truc qui m'a vraiment surpris, mais je t'en ai parlé. C'est tout le long, quasiment, de ton mémoire, tu parles des gauchers. Alors, ça m'a surpris parce que c'est aussi prégnant. Ça m'a surpris parce que moi, je suis gaucher. Mais que je sois gaucher, on s'en fout. Mais c'est surtout que je pensais pas qu'il y avait autant de corrélations que tu fais émerger sur des prédispositions de gaucher sur la danse et sur la neurodiversité, des prédispositions de corrélation avec maladies auto-immunes. Donc, il y a l'hypothèse, c'est Benbow qui en parle, mais plusieurs on parle sur le sujet, y compris les trois, là, GBG, qui expliquent qu'il y a une fréquence de troubles chez les gauchers beaucoup plus important, maladies auto-immunes, troubles de l'apprentissage et migraines, et que pour les gauchers, il y a 2,7% de plus que les droitiers sur des problèmes d'intestin et de thyroïde. C'est incroyable. Moi, j'ai des retours sur le terrain, mais... Alors, oui, et en plus, c'est pareil, il y a une corrélation aussi avec la myopie, une corrélation avec les allergies, c'est-à-dire que les gauchers sont plus allergiques que les droitiers, sont plus myopes que les droitiers. Et ça, pour moi, en plus, ça mériterait d'être revisité, puisque les études là dont on parle ont été faites en gros dans les années 80, maximum 90. À l'époque, les gauchers, c'était 2,7% de la population. Maintenant, les gauchers, c'est presque 50%.
Ouais. Donc ça serait quand même bien parce que ça veut dire que du coup, on peut avoir maintenant des échantillons statistiques beaucoup plus importants parce qu'il y avait la problématique de la mauvaise représentation, entre guillemets, des gauchers. Qui reste encore persistante, notamment en Asie, ce qui est un peu dommage parce que eux, ils testent tout le monde de façon systématique. Et que du coup, il y a aussi statistiquement du coup beaucoup plus de gens concernés par la douance, hein, mais ça c'est parce que ben voilà, hein, tous les gamins à l'école passent un test de QI, donc comme ça voilà, c'est fait. Donc voilà, mais ça mériterait d'être visité puisque effectivement maintenant on sait maintenant que il y a gaucher presque 50%, 45 je crois, voilà. Mais par contre, la question intéressante, ça serait de voir si en prenant les gauchers et les droitiers, s'il y a plus de représentation de la douance chez les gauchers que chez les droitiers. C'est-à-dire de prendre le problème là à l'inverse, pas de regarder les gens concernés par la douance et de voir combien il y a de gauchers et de droitiers, puisque ça par contre, a priori, maintenant on sait c'est quasiment pareil, mais la question c'est plutôt chez les gauchers, est-ce qu'il y a plus de gens concernés par la douance que chez les droitiers? Ça, moi, je pense que c'est une vraie réflexion à aller voir. Et en sachant que les gauchers, c'est pareil, ils n'ont pas un cerveau qui fonctionne tout à fait de la même manière que les droitiers. Qu'est-ce qui est différent? Mais notamment, il y a beaucoup plus de connexions interhémisphériques aussi, et également, de manière naturelle, avec ce qu'on appelle un corps calleux, qui est en fait ce qui permet en gros la communication entre les deux hémisphères, beaucoup plus volumineux, des communications qui sont plus rapides. Et en sachant que même chez, mais alors ça c'est une toute petite frange des gauchers et c'est pas, ça n'a pas de lien avec la douance, mais une toute petite frange des gauchers qui en plus sont entre guillemets ce qu'on appelle très peu de décussation. C'est-à-dire que normalement en fait les fibres nerveuses du côté gauche vont dans l'hémisphère droit du cerveau et les fibres nerveuses de l'hémicorps droit vont dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et chez certains gauchers qui sont entre guillemets ce qu'on appelle des vrais gauchers, il y a quasiment pas de décussation. C'est-à-dire que s'ils font un AVC à droite, ils vont avoir une hémiplégie à droite et pas à gauche de manière habituelle. Ah d'accord. Donc, ça c'est une particularité de certains types de gauchers, mais ils sont très rares, il y en a pas beaucoup, mais donc enfin voilà, le cerveau des gauchers fonctionne de toute façon pas tout à fait de la même manière. Après la question c'est est-ce que les gens concernés par la douance vont devenir plus naturellement entre guillemets gauchers parce que il y a ce fonctionnement neurologique qui fait qu'il y a, on va dire, il y a une augmentation de connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et que du coup, ceci entraîne une préférence pour la main gauche, ou est-ce que le fait d'être gaucher entre guillemets potentialise déjà une connexion interhémisphérique qui déjà elle-même est déjà plus importante. Et ça, voilà, de l'œuf ou de la poule pour l'instant, on peut pas savoir. Mais j'étais surpris que tu parles autant des gauchers ou que arrive, parce que tu parles de ce que tu trouves, émerge autant de sujets sur les gauchers. Ça c'était une vraie surprise dans ton travail que ça remonte. Donc oui, même GBG en parle. Et alors, dans les fréquences des troubles gauchers, on voit troubles d'apprentissage et migraines. Tu l'as trouvé à plusieurs reprises, ça, ou il y a peu d'études sur le sujet? Il y a peu d'études. Je crois qu'il y en a de mémoire, il doit y en avoir 2 ou 3 maximum. Mais parce que c'est pareil, c'est pas forcément des choses qui intéressent beaucoup les gens. Après, on s'est rendu compte aussi que une des problématiques sur les troubles d'apprentissage, c'est pour ça là-dessus, je peux pas m'engager plus que ça parce que on va dire que le contexte scientifique change. Les gauchers qui présentaient les troubles de l'apprentissage, c'était beaucoup des gauchers contrariés quand même, hein, parce que c'était mal vu d'être gaucher, qu'il fallait les rendre droitiers. Et d'ailleurs, c'était une vraie problématique, c'est qu'un gaucher, quand on lui demandait d'écrire de la main droite, développait des dyspraxies, des problématiques de lecture. Enfin, c'était la dyslexie, c'est juste terrible, hein. Donc la problématique, c'est que du coup, je ne sais pas quand il relie les troubles de l'apprentissage, en fait, les articles sont pas suffisamment, on va dire, explicites sur quel trouble de l'apprentissage et dans quel contexte. Ouais, c'est pas contextualisé. Voilà. Et voilà, est-ce que c'est un gaucher qui est juste gaucher ou est-ce que c'est un gaucher qu'on l'a contrarié puis du coup on lui a dit non mais on veut bien que t'écrives de la main gauche maintenant parce qu'on s'est bien rendu compte que nous te casser les pieds ça impliquait des trucs pas sympas quoi. Ça on sait pas parce que c'est pas expliqué dans les articles et que malheureusement c'est pas défini quoi.
Donc ça reste des études à valider, à faire maintenant qu'on vient Sur les plus troubles de emmerder les gosses. et les migraines, oui, voilà. Après, tout ce qui est de l'ordre de l'augmentation de l'allergie, de la myopie, tout ça, oui, ça par contre, c'est des études scientifiques robustes. Tu peux nous parler de l'histoire des souris à pattes gauche et à pattes droite? Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, mais c'est ça, mais c'est la même chose c'est exactement la même chose que ce dont on vient de discuter, hein. C'est juste que ça a été fait chez les souris, en regardant effectivement si les souris sont plutôt gauchères ou droitières, hein. Donc il y a des souris gauchères et des souris droitières, et on a fait Ouais. des expériences avec les souris. Et ouais, on allait regarder ça. Je savais pas du tout. J'ai été surpris de voir, mais il est passionnant ton mémoire.